Bonjour Grégory, merci d'être à nouveau là pour qu'on puisse Bonjour. continuer ensemble cette exploration du monde de la crypto ou des cryptos, parce que finalement il y en a plusieurs. En relisant un peu le programme du contenu, il y en a beaucoup, beaucoup, donc ça on verra ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui on va s'intéresser, je pense, tu me corrigeras si je me trompe, à la mère des cryptos, on va dire, comme ça, le Bitcoin. Alors je sais pas si c'est le premier, Ok. peut-être que oui. Tu nous confirmeras ça. Mais en tout cas, celui dont on parle le plus, celui qui se vend le plus parce que c'est le plus visible et qui, j'ai bien compris, est porteur d'une philosophie, on va dire ça comme ça, importante. Mais le plus simple, c'est que tu aies commencé. Tu nous expliques un peu d'où vient le Bitcoin. Je sais très bien qu'on ne sait jamais, on ne sait pas vraiment qui l'a créé, mais si tu as des informations, on est preneur. Et ensuite, où est-ce qu'il peut aller ce Bitcoin? Alors, pour comprendre un peu l'histoire du Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première blockchain. Il y a eu d'autres blockchains avant Bitcoin, mais qui n'ont pas forcément pris. Pourquoi? Parce qu'elles sont sûrement arrivées trop tôt. On était dans un monde où il n'y avait pas tout le monde qui avait un téléphone portable. Les connexions Internet, c'était pas les mêmes choses, hein. C'était le 56K et compagnie. Enfin bref, matériellement, c'était pas bon. Et au niveau économique, ça se passait plutôt bien. On avait un dollar qui était très fort, on avait le monde d'Internet qui explosait, on avait l'euro qui venait d'arriver. Donc on voyait pas vraiment l'intérêt d'avoir une monnaie virtuelle et toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, il y a eu la crise financière, la crise des subprimes. Et pour faire une petite parenthèse sur cette crise des subprimes, pour rappeler à ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé en 2008, en fait, les banques américaines ont proposé aux Américains un taux d'intérêt sur l'immobilier qui était assez faible et accessible à tous. Donc même les Américains les plus pauvres pouvaient emprunter pour acheter de l'immobilier. Et donc, dans la tête des Américains, c'était complètement fou. Des gens qui imaginaient pas pouvoir avoir accès à la propriété de leur vie avaient enfin la possibilité d'y avoir accès. Donc beaucoup de monde ont souscrit à ces prêts. Quand je dis beaucoup de monde, c'est des millions d'Américains. Sauf qu'il y avait des petites étoiles dans les conditions de vente de ce crédit, c'était que le taux était variable et que c'est pas grave, s'ils pouvaient plus payer leur prêt, on allait juste récupérer leur maison. Mais les gens se sont pas dit que ça allait arriver, ils ont sauté sur l'occasion et donc ils ont pris ces crédits. Sauf que du jour au lendemain, à peu près quelques mois après, les banques ont commencé à relever les taux fortement. De ce fait-là, les gens se sont retrouvés à la rue puisqu'ils ne pouvaient plus payer leur crédit. Et donc, les banques récupéraient les maisons. Et donc, les banques possédaient beaucoup, beaucoup de maisons. Ils les ont mis toutes en vente en même temps parce que les banques commerciales, eux-mêmes, ont emprunté de l'argent à la Banque centrale américaine pour pouvoir financer ces prêts. Donc, ils ont mis toutes ces maisons à la vente en même temps. Et qu'est-ce qui se passe sur un marché où finalement il y a beaucoup de choses qui est disponible? Les prix ont complètement chuté. Donc l'immobilier a chuté. Et quand je dis chuté, c'est fortement. On était à du moins 50, moins 70% sur l'immobilier. Donc ça valait plus rien. Et du coup, même les gens qui vendaient leur maison alors qu'ils n'avaient pas